Est-il nécessaire d'établir un répertoire pour les compteurs marocains déçus par une sortie amère prématurée, avant qu'ils ne s'approprient le site de Gara Jubilé et même des portions de sol à travers des discours fiscaux et des écoutes répétées? Récemment, une nouvelle histoire a émergé, abondamment nourrie par les plateformes digitales et quelques voix habituelles du milieu proche du Maghreb marocain. Cette histoire, enveloppée d'un nationalisme de surface, ose redessiner la vérité géopolitique et légale concernant la limite algéro-marocaine, surtout autour du célèbre gisement minier de Gara Jubilé, mais avec une indifférence alarmante aux réalités concrètes et une insouciance déconcertante envers les normes juridiques. L'ironie veut que ce flux narratif n'ait pas surgi de nulle part. Il a surgi juste après des échecs sportifs cuisants et des revers politiques solidement ancrés. Il essaie astucieusement de déplacer la discussion du domaine légal vers un nuage de formules comme ligne rouge, danger pour la sécurité ou le Maroc n'acceptera pas, sans qu'aucun papier officiel ni même une annonce diplomatique tangible ne vienne soutenir ce bruit. Pas un mot du ministère marocain des Affaires étrangères. Le spectacle se déroule ailleurs, sur l'arène médiatique. Depuis la proclamation formelle du démarrage opérationnel du projet d'exploitation de Gara Jubilé et le mise en route réelle de la voie ferrée clé reliant le gisement à l'arrière-pays algérien, l'État algérien a poursuivi une approche légale nette, régie par des traités signés, au premier plan desquels se trouve l'accord de tracé frontalier de 1972. Via cet accord, la partie marocaine a admis de façon claire et irrévocable les limites issues de l'ère coloniale, dans un esprit qualifié alors de bon voisinage. Ce traité, validé selon les règles constitutionnelles marocaines, reste valide aujourd'hui. Aucune note officielle de Rabat n'a été diffusée pour signaler sa mise en pause ou son abandon, malgré les allocutions médiatiques intimidantes propagées partout. La grande incohérence tient au fait que toutes les affirmations sur une soi-disant interdiction ou opposition marocaine à l'exploitation de Gara Jubilé n'ont jamais été exprimées dans un bulletin officiel, ni dans une missive diplomatique, ni même dans une parole directe du chef de la diplomatie marocaine. Au lieu de cela, on a cédé la place à des canaux médiatiques et à des personnalités dynamiques sur les réseaux sociaux, comme TikTok, Facebook et YouTube, pour diffuser un message mobilisateur et m'aide à l'usage domestique, dans un effort évident pour masquer l'impuissance politique à affronter une nouvelle donne imposée par l'Algérie sur le sol, par la loi, par les capitaux et par les alliances mondiales. Le projet de Gara Jubilé n'est plus un concept ou un outil de chantage, mais une entité tangible. Le convoi reliant le site au système ferroviaire algérien national roule déjà, et il ne manque que quelques dizaines de kilomètres pour finaliser la liaison totale. Des firmes étrangères, en particulier asiatiques, ont injecté des fonds réels dans cette initiative, sans aucune contestation légale internationale notable. Dans ce cadre, évoquer une prohibition marocaine pose une interrogation basique. Comment un chantier situé en pleine juridiction algérienne pourrait-il être bloqué sans proclamation de conflit armé, sans saisine de la Cour internationale de justice, et sans même l'expédition d'une réclamation formelle? L'Algérie a nettement dissocié dans sa conduite de ce dossier les diverses politiques factices, au sommet desquelles trône la problématique du Sahara occidental, de ses prérogatives souveraines inaliénables. Gara Jubilé est un gisement algérien implanté sur le sol algérien, et son développement ne peut être sujet à aucun troc politique. Cette stance n'a pas été imposée seulement par la puissance, mais elle s'appuie sur le droit mondial, les pratiques admises et une perspective économique et tactique à horizon lointain qui positionne l'Algérie parmi les forces montantes dans le secteur des minerais vitaux. En face, le récit marocain semble imprégné d'une désorientation évidente. D'une part, on parle de nations émergentes, de directions africaines et de pivots régional essentiels. D'autre part, les données économiques dévoilent une vérité contrastée. Les placements marocains en Afrique demeurent limités par rapport à ceux de nations comme l'Afrique du Sud. Cette dissonance entre les mots et les actes se manifeste nettement dans la façon dont est traité le cas de Gara Jubilé, où l'initiative officielle brille par son absence au bénéfice d'un tumulte médiatique. Le plus alarmant dans ce récit n'est pas juste son essai de leurrer l'opinion, mais aussi son désir de réviser l'histoire. Les traités de délimitation frontalière ne s'appuient pas sur des mirages mais sur des fondements légaux robustes. Les allusions récurrentes à un prétendu Sahara oriental ou à des droits ancestraux n'ont plus de valeur juridique, surtout que le Maroc a officiellement validé les limites actuelles et s'y est tenu pendant des décennies. La remise en cause de ce sujet maintenant, sans instrument légal ni levier politique, ressemble plus à une échappatoire vers l'avant. Pendant ce temps, l'Algérie progresse avec régularité. Les engagements dans les minerais, aux côtés de l'énergie, de l'agriculture et des ouvrages publics,
s'intègre dans une planification globale axée sur la diversification économique, le renforcement de l'indépendance nationale et la création d'alliances internationales sans condition. Ce chemin ne se forge pas par des cris ni par des sites numériques, mais par des initiatives palpables, des accords et des choix souverains endossés. Ramener le débat à des aspects sportifs ou tenter de lier la notion de triomphe à une compétition africaine ne change rien à la balance des pouvoirs. La politique se jauge à la faculté d'imposer des faits dans le respect du droit, et l'économie à l'envergure des engagements durables, non à des paroles vides. Ce qui se passe actuellement autour de Garage Jubilee n'est pas un incident fugace mais un virage tactique aux retombées régionales et mondiales persistantes, capable de remodeler la carte des balances en Afrique du Nord pour les années futures. Au final, l'interrogation persiste. Si le Maroc voit vraiment ce projet comme un péril majeur, pourquoi n'a-t-il pas opté pour les canaux juridiques mondiaux? Pourquoi n'a-t-il pas déclaré publiquement la fin de l'accord de 1972? Et pourquoi la lutte pour la souveraineté se mène-t-elle sur TikTok au lieu des tribunaux internationaux appropriés? Pour beaucoup d'analystes, la réponse est limpide. Les dirigeants à Rabat savent que dans ce cas spécifique, la dynamique ne leur permet plus de naviguer, et que Garage Jubilee a irrémédiablement quitté le domaine de la dispute pour entrer dans celui de la concrétisation effective. En somme, ce qui se déroule autour de Garage Jubilee va bien au-delà d'un simple chantier minier ou d'un désaccord temporaire entre deux pays limitrophes. Il s'agit d'un instant éclairant, quasi éducatif, où se mêlent le droit mondial, la vérité du terrain, la fiabilité des allocutions politiques et la compétence réelle des nations à convertir leurs formules en gestes. L'Algérie, en progressant avec méthode dans l'utilisation de cette richesse vitale, n'a pas seulement initié un plan économique. Elle a transmis un signal net, sans éclat ni escalade rhétorique, affirmant que la souveraineté ne se déclare pas sur les réseaux mais s'applique via des mesures tangibles assumées et ancrées dans la pérennité. Devant cette impulsion, le contraste avec le récit marocain est saisissant. L'absence de réponse institutionnelle, l'absence de procédure légale internationale, l'absence même d'une transmission structurée remplacée par une effervescence digitale et des interventions non formelles indiquent un embarras profond. Cet embarras ne se limite pas à Garage Jubilee en soi, mais à l'incapacité de maîtriser un cadre régional qui change selon des règles inédites, où l'économie des ressources, les chaînes de valeur planétaires et la protection des capitaux pèsent plus que les histoires symboliques agacées d'antan. L'un des leçons clés de cette phase réside dans l'importance du droit. Les pactes internationaux, une fois conclus, entérinés et respectés durant des décennies, ne peuvent être balayés par des affirmations sentimentales ou des récits médiatiques opportuns. L'accord de 1972 n'est pas un détail historique ni une clause modifiable à discrétion. Il forme une base de l'édifice frontalier régional. Le fait qu'il n'ait pas été formellement répudié ou arrêté prouve, par-delà les paroles, une acceptation tacite de sa robustesse légale et de ses conséquences politiques. De plus, l'effort pour relier le cas de Garage Jubilee à d'autres enjeux, surtout celui du Sahara occidental, trahit une erreur tactique. L'Algérie a tracé une barrière nette entre les sujets. D'un côté, des affaires de décolonisation encore à l'agenda mondial. De l'autre, des droits souverains incontestables sur des biens naturels localisés dans son espace reconnu. Cette division, qu'on l'endosse ou non sur le plan politique, est logique en droit et performante en action. Il serait aussi simpliste de réduire cette situation à un simple duel bilatéral. En vérité, Garage Jubilee s'intègre dans une restructuration mondiale des marchés des commodités, où le fer, les minerais essentiels et bientôt les terres rares tiennent un rôle pivotal dans les stratégies industrielles des superpuissances. En se plaçant dès à présent comme un joueur fiable dans ce champ, l'Algérie devance des mutations profondes de l'économie globale, tandis que d'autres protagonistes régionaux demeurent captifs de querelles symboliques et de narrations identitaires. L'aspect médiatique mérite une analyse dédiée. La prolifération de discours non institutionnels, souvent incohérents, parfois hostiles, aide à embrouiller la vue du réel chez les publics. Cette opacité n'est pas innocente. Elle nourrit des mirages de force, des espérances folles, ultimement, des déceptions groupées. Quand un État permet à ce genre de récits de fleurir sans les réguler ni les rectifier, il risque de devenir otage de sa propre machine de propagande, inapte ensuite à justifier logiquement ses options ou ses abandons. À l'opposé, le mutisme institutionnel algérien, fréquemment vu comme un manque de riposte, peut s'interpréter comme une tactique délibérée. Laisser les faits s'exprimer seuls. Les voies qui progressent, les pactes qui se concluent, les liens qui se tissent et les structures qui s'édifient forment un discours bien plus fort que n'importe quelle sortie controversée. Dans ce contexte, chaque segment de rail complété devient une preuve.
chaque capital protégé, une réplique, chaque délai tenu, une illustration de fiabilité. Cette phase souligne aussi une réalité souvent masquée dans les discussions publiques. La force ne se calibre pas à la production de clameurs, mais à la structuration du long terme. Les ventures minières, industrielles et énergétiques ne génèrent pas d'effets immédiats éblouissants, mais elles modèlent solidement les équilibres économiques et géostratégiques. En cela, Gara Jubilee est moins un fait isolé qu'un déroulement, et c'est justement cette facette qui le rend crucial. Enfin, cette histoire soulève une interrogation plus vaste sur le futur des liens maghrébins. La continuation des frictions, des incompréhensions et des récits opposés bloque la zone d'exploiter tout son potentiel humain, financier et spatial. Pourtant, les événements démontrent que l'union régionale ne se dicte pas. Elle se bâtit sur la reconnaissance réciproque, le respect des règles et la transparence des stances. Tant que ces prérequis ne seront pas remplis, chaque progrès unilatéral sera vu par l'autre comme un risque, même s'il relève purement de la souveraineté domestique. En conclusion, Gara Jubilee fonctionne comme un indicateur rude mais indispensable. Il expose les bornes des discours déliés de l'exécution, la vulnérabilité des histoires sans assise légale ferme, et la valeur critique de la cohérence tactique. Il rappelle que dans l'ère actuelle, les nations sont évaluées moins sur leurs affirmations que sur leurs accomplissements. Et il illustre enfin que le vrai défi n'est pas de déterminer qui crie le plus haut, mais qui peut ancrer son plan dans le concret, le droit et la durée.